Bonjour à tous. Merci d'être inscrits et de participer à cette webconférence sur l'hypercholestérolémie familiale. Je suis Francine Trocmé, la responsable du pôle communication et mécénat de l'IHU. Je suis accompagnée d'Anastasia Gomard et d'Alexandra Chanron qui vont m'aider à animer cette webconférence. Pour cette webconférence, on a le plaisir d'accueillir Julie Blanchard, patiente qui a la gentillesse de partager avec nous son parcours. Le docteur Antonio Gallo, responsable de l'unité de lipidologie à la Pitié-Salpêtrière et référent du centre CEDRA de la Pitié. Le professeur Sophie Béliard, endocrinologue au CHU de Marseille et coordinatrice du centre CEDRA, ainsi que Lionel Rib, président de l'association ANET. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être intervenant pour cette webconférence que l'IHU organise dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les maladies cardiométaboliques. Pour démarrer, on va donc laisser la parole à Julie Blanchard pour nous présenter son parcours. Bonjour à tous. Je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Ça me fait plaisir de témoigner aujourd'hui. J'ai 30 ans aujourd'hui. En fait, j'ai fait un infarctus il y a 2 ans de ça. Je suis atteinte de l'hypercholestérolémie familiale. Je vous en dirai un peu plus sur cette maladie après. Et je vais vous expliquer comment ça se fait que j'ai fait un infarctus si jeune et que j'ai failli mourir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas diagnostiqué assez tôt cette maladie que j'avais. J'ai déménagé assez jeune de chez mes parents, ce qui a fait que j'ai changé beaucoup de médecins. Et en fait, les médecins n'arrivaient pas clairement comprendre ma maladie. Il y avait beaucoup de discours flous qui étaient assez différents. Et j'avais pas un diagnostic clair, mis à part le fait que j'avais un taux de cholestérol élevé dans le sang. On a accusé beaucoup mon hygiène de vie, ma pilule, alors que c'était pas ce qui était responsable de ma maladie. Et un soir, j'étais tranquillement dans un dîner avec des amis. Je sortais du travail. Je suis rentrée chez mon conjoint et en fait, j'ai fait un malaise. Je me suis sentie très mal. J'ai eu la nausée, j'ai eu envie de vomir. Et j'arrivais plus à me relever. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon conjoint a eu le réflexe d'appeler immédiatement les pompiers pour les alerter, pour leur expliquer que je me sentais pas bien. Et on m'a envoyé à domicile une ambulance blanche. C'est un mauvais diagnostic parce que vu ce qui était en train de se passer, j'aurais dû avoir des vrais médecins qui venaient me récupérer, notamment les pompiers avec un camion de réanimation. Et ça a été une ambulance blanche avec 2 ambulanciers. J'ai encore une fois eu beaucoup de chance parce que les ambulanciers ont compris, vu mon état, mon teint, apparemment j'étais grise, j'ai vraiment la peau qui a changé de couleur. Ils ont compris que c'était très grave et ils ont essayé d'appeler la Timone, que j'habite à Marseille, pour que je sois prise en urgence. Ils n'ont pas répondu pour mon transfert. Et l'ambulancier, il a décidé de transcrire les règles et de quand même m'emmener le plus vite possible à l'hôpital. J'ai été reçue du coup en urgence à l'hôpital et j'allais mieux. Je ne sais pas pourquoi, étrangement, j'avais très peur au début et quand je suis arrivée, que j'étais prise en charge, ça allait mieux. Et en fait, c'était qu'un a priori puisque 10 minutes après, j'ai fait un arrêt cardiaque dans les urgences. C'est le meilleur endroit pour le faire et ça m'a sauvé la vie d'être à cet endroit-là pour faire cet arrêt cardiaque. On m'a de suite opérée. Ça a permis d'avoir une opération en urgence qui permet de mettre un stent, donc de réouvrir l'artère qui s'est bouchée dans mon artère coronaire. Et j'ai été réanimée. J'ai fait 2 jours de coma et ensuite je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai été sortie d'affaires. Et ensuite, je suis restée quelques jours à l'hôpital de la Timone.
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été en centre de rééducation cardiovasculaire. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là où j'ai enfin rencontré des médecins qui m'ont expliqué et qui ont déterminé la maladie que j'avais, qui est l'hypercholestérolémie familiale. Du coup, c'était une maladie qui fait augmenter anormalement le taux de cholestérol dans le sang. En fait, c'est à cause de ça que j'ai fait un infarctus, directement à cause de cette maladie, pas à cause de tout ce qu'on m'expliquait avant. Voilà, et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de chance parce que je me sens en sécurité. J'ai des traitements qui font baisser mon taux de cholestérol et qui font en sorte que je puisse vivre normalement sans avoir peur de refaire un infarctus. Euh, j'ai aussi, je me suis aussi reconvertie parce que ça a été un choc de faire cet infarctus. Et ça m'a donné la force de me reconvertir et de faire ce que j'ai envie maintenant. Voilà un petit peu pour mon histoire. Merci beaucoup, Julie. Un témoignage très, très fort. Je me permets juste, j'ai oublié de vous préciser toutes les questions que vous pouvez avoir sur les différentes interventions. Vous pouvez les poser dans le fil de conversation et tous les intervenants, évidemment, pourront répondre à la fin de la conférence. Merci beaucoup, hein, vraiment, Julie. On va passer la parole donc au docteur Antonio Gallo pour nous parler justement des différents symptômes de la maladie, de la prise en charge et des traitements sur l'hypercholestérolémie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, on va voir effectivement un peu plus dans le détail de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypercholestérolémie familiale? Et donc, dans ce cas spécifique, ce que c'est l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc, effectivement, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'une maladie génétique, mais qui n'est pas du tout une maladie rare. On a tendance à penser que les maladies génétiques soient des maladies rares. Eh bien, l'hypercholestérolémie familiale elle est 2 fois plus fréquente que toute autre maladie héréditaire. Donc, il s'agit d'une pathologie, et on en entendra plus tout à l'heure, qui concerne beaucoup de personnes. Effectivement, l'importance du dépistage de l'hypercholestérolémie familiale a été bien résumée par le témoignage de Julie, hein. Le fait d'avoir une exposition à beaucoup de cholestérol dès la naissance fait qu'on arrive à cumuler trop de cholestérol qui va se déposer au niveau des plaques, au niveau des artères, donc qui va s'associer à la constitution de plaques qui peuvent déclencher un événement cardiovasculaire. Ça, c'est représenté un petit peu dans ce graphique qui montre que, effectivement, le plus d'exposition on a, le plus tôt on risque de développer un événement cardiovasculaire. Dans les formes hétérozygotes, effectivement, vous voyez qu'on est plutôt autour de 35 à 40 ans qu'on a effectivement un risque de faire un événement coronarien s'il n'y a pas de traitement. Le fait de débuter un traitement précocement et en prise en charge précoce permet de baisser cette exposition au cholestérol et donc de ralentir la progression de l'athérosclérose et donc de éviter la survenue d'événements cardiovasculaires. Ah, ça, c'est juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe, mais c'est une diapositive très complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail du métabolisme du cholestérol. Je vais mettre juste une loupe sur un endroit qui est un peu plus important parce que c'est là que le petit défaut se déclenche quand on est porteur d'une mutation qui est responsable d'une hypercholestérolémie familiale. Et c'est à ce niveau-là, au niveau du foie, il y a un récepteur aux lipoprotéines à basse densité, c'est les lipoprotéines à LDL, donc ceci dit mauvais cholestérol, qui risque d'être défectueux. Donc vous le voyez, il est censé être capté, ce mauvais cholestérol, par le foie pour être métabolisé et détruit. Alors que quand on a un défaut
au niveau de ce récepteur, il y aura davantage de cholestérol qui reste en circulation dans les vaisseaux, ce qui va donc déterminer la déposition de plaques d'athérome. Il y a 3 gènes qui sont le plus souvent impliqués dans la survenue de cette hypercholestérolémie familiale. D'une part, on a donc des mutations qui sont responsables d'un défaut au niveau du récepteur au LDL, des mutations sur la polypoprotéine B ou des mutations sur PCSK9. Il s'agit de protéines qui sont responsables qui sont impliquées quelque part dans l'interaction et dans l'action de ce LDL récepteur pour la captation de ces mauvaises lipoprotéines. Un défaut au niveau de un de ces gènes est responsable de l'augmentation des concentrations du mauvais cholestérol dans le sang. Du coup, on a différents degrés de gravité de cette maladie. Vous voyez que ça, c'est les petits ronds, c'est des cellules du foie, donc les hépatocytes. Et vous voyez que chez un sujet sain, qui donc n'a pas de défaut, il y a plein de récepteurs, donc les petites formes vertes, qui donc sont censés capter ces lipoprotéines à LDL. Dans les formes familiales hétérozygotes, on a moins de récepteurs ou des récepteurs qui fonctionnent moins bien, ce qui fait que donc on a une augmentation de au moins 2 fois les valeurs de cholestérol, ce qui peut déclencher des dépôts extravasculaires et une maladie coronaire précoce. Et après, il y a des formes encore plus graves, donc les formes homozygotes, où on a des augmentations du cholestérol de 4-5 fois la normale, avec des dépôts encore plus précoces, encore plus importants, et de même pour la maladie coronarienne. Ça, c'est lié donc à l'absence presque totale de récepteurs au LDL. Donc l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, elle est transmise de façon autosomique codominante. C'est-à-dire que dans chaque lignée, dans chaque génération, il y aura quelqu'un qui aura la maladie s'il y a un gène qui est transmis. On a, vous le savez, 2 copies de chaque gène, et donc la personne qui est porteuse d'une hypercholestérolémie familiale aura une copie saine et une copie défectueuse. Il est donc possible qu'elle transmette avec un 50% de chance la copie saine ou la copie défectueuse, et donc il y aura à ce moment-là une transmission de la maladie. Il suffit une copie pour qu'il y ait une expression de cette hypercholestérolémie. Donc, il n'y a pas une dépendance du sexe, et ça peut concerner effectivement hommes et femmes de façon égale. Comment ça va se présenter, donc, cette hypercholestérolémie? Eh bien, donc, comme on l'a dit, avec une élévation dès l'enfance, donc très précoce, et indépendante quand même de l'alimentation, du LDL cholestérol, qui est donc souvent 2 fois supérieur à la normale. Donc, on a un seuil de suspicion qui est posé à 1,9 g par litre pour les adultes et 1,6 chez les enfants. Et on a donc effectivement la possibilité de retrouver des dépôts extravasculaires que vous voyez sur la droite de l'écran, comme par exemple des exantomes tendineux au niveau des mains, des extenseurs des doigts. On peut avoir un arc cornéen, donc cette ligne, ce cercle blanc qui va contourner l'iris, ou d'exantomes au niveau des autres tendons, par exemple du tendon d'Achille. Voilà, donc les éléments du dépistage vont être ces 3 éléments principaux. Donc, d'une part, la détection de ces valeurs de cholestérol. Donc, un bilan lipidique va être suffisant pour déjà suspecter la présence d'une hypercholestérolémie. On va rechercher la présence de dépôts extravasculaires de cholestérol, et aussi on va s'interroger sur la présence d'antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces, donc avant l'âge de 55 ans chez les hommes ou avant 60 ans chez les femmes. Il est important aussi de s'assurer qu'il y ait une hypercholestérolémie chez les apparentés des patients que donc on voit en consultation. Donc, pour mettre tout ça ensemble, il y a des scores clinico-biologiques, donc typiquement le score de Dutch, qui permet donc d'orienter les cliniciens sur la suspicion de la pathologie. Et donc, à ce moment-là, le patient il doit être adressé à un centre
de référence, un centre labellisé clinico-biologique pour le dépistage de l'hypercholestérolémie et pour qu'il soit effectivement inclus dans un parcours de soins dédiés. À ce jour, on a 25 centres de référence en France et donc on a un registre national, donc le registre Refercol, donc, dont Sophie, je pense, va nous parler tout à l'heure. Donc c'est un registre qui regroupe en fait à peu près 11 000 patients atteints de cette hypercholestérolémie et donc qui s'occupe du suivi de ces patients, évidemment en lien avec les médecins traitants et la médecine de ville. Donc, quel est l'état des lieux sur cette pathologie à l'heure actuelle? Je vous montre ici des données d'une collaboration internationale, donc d'un registre international qui regroupe à ce jour plus de 60 000 patients, dont des patients évidemment français, donc qui viennent de 56 pays. Vous voyez que globalement, l'âge médian au diagnostic de cette pathologie, il est encore très élevé. Il y a un diagnostic en moyenne qui se fait après l'âge de 40 ans et seulement 40% des patients ont eu un diagnostic avant cet âge-là. Vous voyez dans le graphe en bas que la prévalence de maladies cardiovasculaires concerne surtout le territoire des coronaires. Donc, c'est surtout des infarctus, c'est surtout des douleurs de poitrine ou chez les femmes, effectivement, des symptômes qui ne sont pas très classiques, douleurs de poitrine et dyspnée, mais nausées, sensation de fatigue. Et effectivement, ils sont très fréquents, notamment à un âge prématuré. Il y a eu plusieurs enquêtes pour essayer de comprendre à quelle prévalence, en fait, on détecte des hypercholestérolémies familiales chez des patients, chez des personnes qui font un accès aux urgences parce qu'ils ont une attaque cardiaque. Et effectivement, on est sur des prévalences qui vont entre 1 et 5%. Mais quand on se focalise sur les personnes qui ont plutôt des événements précoces, la prévalence de hypercholestérolémie familiale au sein de ces patients qui font un accès aux urgences pour une attaque cardiaque, elle monte à 5 jusqu'à presque 10%. Donc, à témoignage quand même du fait qu'il s'agit d'une maladie quand même fréquente et qui est quand même souvent encore très sous-diagnostiquée. Alors, pour essayer de venir un petit peu en amont, pour essayer de voir en fait ce qui se passe avant qu'il y ait un événement cardiaque, on a voulu voir s'il y a des moyens pour détecter la présence de plaques ou d'une maladie qui ne montre pas de signes chez ces patients. Et effectivement, il y a des nouvelles techniques d'imagerie qui permettent à ce jour de regarder ça, notamment le scanner thoracique avec une coupe qui va être, disons, ciblée sur le cœur, permet de mettre en évidence des calcifications coronariennes. Donc, on appelle ça le score calcique. Et donc, nous, on a regardé, on avait vu ici à Paris, mais il y a plein d'autres centres et plein d'autres données qui ont été collectées là-dessus, que chez 40% de patients avec une hypercholestérolémie familiale confirmée, entre 20 et 45 ans, donc chez des jeunes adultes, il y avait déjà des calcifications coronaires, alors que tous ces patients-là n'étaient pas du tout symptomatiques pour une maladie, enfin, n'avaient pas d'oppression thoracique, n'avaient aucun symptôme. Et on a vu que, effectivement, la présence de ces calcifications était strictement corrélée à la charge de cholestérol, qui était notamment associée au fait qu'il y avait un délai dans la prise en charge de ces patients. Alors, ça va être un peu compliqué peut-être à expliquer tout ça, mais globalement, on a calculé l'exposition du cholestérol en prenant en fait les bilans lipidiques de chaque année de suivi pour tous les patients, et on s'est rendu compte que les patients qui avaient plus de calcification, ce que vous voyez sur la flèche rouge à gauche, ceux qui avaient plus de calcification avaient une charge de cholestérol avant le début du traitement qui était plus importante par rapport aux patients qui ne présentaient pas de calcification. Et comme cette formule elle est calculée par le cholestérol au moment du diagnostic et l'âge au moment du diagnostic,
on s'est rendu compte que les jeunes patients qui avaient des calcifications avaient été traités beaucoup plus tardivement par rapport à ceux qui n'avaient pas de calcification. Et donc, on a voulu pousser cette analyse un peu plus loin avec toutes les données du registre national Refercol, donc français, avec le registre espagnol. Et on a pu voir que le fait de se servir de cet élément du score calcique, donc de cette information sur les calcifications, nous permet de beaucoup mieux stratifier le risque cardiovasculaire chez les patients ayant une hypercholestérolémie familiale, mais n'ayant pas de symptômes pour une maladie coronaire. Alors, quel est l'état des lieux vis-à-vis du traitement? Donc, le registre il nous a aidé aussi à comprendre en fait à quel point l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, au-delà d'être sous-diagnostiquée, elle est aussi largement sous-traitée. Vous voyez que ici, au moment du traitement, enfin au moment de l'inclusion dans le registre, il y avait un tiers des patients qui n'étaient pas du tout traités par statine, avec un âge de début de la statine qui était de 32 ans, donc très tardif, et avec un LDL cholestérol moyen qui était encore à 2 fois plus de ce qu'on attendrait, de ce qu'on s'attendrait d'avoir, donc presque 2 grammes de cholestérol. Est-ce que ça concernait que les patients n'ayant pas de maladie cardiovasculaire? Eh bien non. Vous voyez qu'il y avait un patient sur deux qui n'avait pas de traitement parmi ceux qui n'avaient pas fait d'événement cardiovasculaire, mais il y avait quand même un patient sur 5 qui n'avait pas de traitement parmi les patients ayant fait un événement cardiovasculaire. Et aussi chez les enfants, on voyait qu'il y en avait 1 sur 3 qui n'avait pas de traitement et là aussi, un traitement qui est débuté tardivement avec à peu près 4 ans de retard en moyenne par rapport à ce qui est recommandé. Donc, vous allez revoir cette diapositive tout à l'heure parce que Lionel va vous en parler également, mais l'importance de traiter précocement a été très bien démontrée par cette étude où des enfants ont été déjà comparés à leurs frères et sœurs sans hypercholestérolémie au bout de 20 ans de suivi, et le fait de débuter un traitement précocement au cours de l'enfance et de l'adolescence a permis de normaliser l'évolution de la charge d'athérosclérose chez ces patients. Quand ces petits-enfants ont été comparés au cours du suivi à leurs parents qui avaient été traités beaucoup plus tardivement, bah là aussi, on voit qu'ils ne développaient pas du tout de maladie cardiovasculaire, tandis que chez les parents, il y avait eu déjà un patient sur 4 qui avait fait un infarctus du myocarde avant l'âge de 40 ans. Donc, on a plusieurs moyens thérapeutiques. On connaît maintenant plutôt bien le métabolisme des lipoprotéines, du cholestérol. Et donc, il y a plusieurs cibles. Vous voyez cette illustration assez complexe, mais globalement, on a 3 lignes thérapeutiques principales dont on se sert pour la prise en charge de cette hypercholestérolémie. Donc, on a les statines, qui sont donc un traitement qui va bloquer la production hépatique du foie. Vous savez qu'on a du foie, du cholestérol qui vient de l'alimentation, mais ça ne correspond qu'un tiers de tout le cholestérol qu'on a dans la circulation. Et donc, les 2 tiers viennent de cette production du foie. Quand on a un LDL récepteur qui ne marche pas bien, le cholestérol n'est pas capté dans la cellule hépatique et donc cette cellule, elle a faim de cholestérol, elle a envie de cholestérol et donc elle active des processus pour augmenter la production de ce cholestérol et donc les statines, elles vont être très utiles parce qu'elles vont bloquer la production du cholestérol dans la cellule du foie. Il y a plusieurs statines de plusieurs intensités et donc à une puissance différente. Et maintenant, on a un recul de plusieurs décennies, je dirais, qui nous permet de confirmer l'utilité et la sécurité de ce traitement. Le traitement de deuxième ligne, c'est les étimibes, un traitement qu'on va souvent associer assez rapidement dans l'hypercholestérolémie familiale parce qu'on part de très haut et donc on a besoin de baisser davantage. Et donc on va se servir de cette deuxième voie qui va nous permettre de bloquer l'absorption intestinale du cholestérol via cette autre molécule. Et après, on a des nouveaux traitements qui maintenant ne sont pas plus si nouveaux que ça,
les inhibiteurs de PCSK9. PCSK9, c'est une protéine qui détruit le récepteur au LDL. Donc, le fait de bloquer cette protéine va permettre de sauver un peu plus de LDL récepteurs et donc de exposer davantage de récepteurs pour capter plus de cholestérol. Voilà, les étapes de ces traitements donc, sont plutôt 3. On commence toujours avec des mesures hygiéno-diététiques. Évidemment, tout ce qui est activité physique et alimentation, ça reste indispensable, mais pas suffisant pour la correction de cette hypercholestérolémie génétique. Donc, on traite d'emblée avec des statines. Et après, on associe donc les étimibes. En troisième lieu, on peut proposer des inhibiteurs de PCSK9, notamment pour l'instant dans les formes plus graves. Juste 2 diapositives pour montrer l'efficacité de ces traitements. Quand on est traité par des traitements efficaces, il y a des études maintenant qui montrent qu'il y a une efficacité aussi sur la plaque, c'est-à-dire qu'on peut diminuer le volume de cette plaque et le contenu lipidique, c'est-à-dire en cholestérol, de ces plaques d'athérome au niveau, par exemple, des artères coronaires. Et ça a été montré aussi donc avec les inhibiteurs de PCSK9 qui sont eux aussi très utiles. Alors, pour la statine et les étimibes, il s'agit de cachets qu'on va prendre une fois par jour. Pour les inhibiteurs de PCSK9, il y a plusieurs, disons, modalités d'administration. Pour l'instant, ce dont on dispose, c'est des injections qui se font 2 fois par mois. Il y a aussi des injections qui se font tous les 6 mois, qui pour l'instant ne sont pas, disons, remboursées en France. Il y a des études sur des formules orales, donc des cachets, qui vont inhiber à nouveau le PCSK9. Et donc ça, c'est quelque chose dont on dispose pour l'instant que dans le cadre des essais thérapeutiques. Voilà. Donc, en conclusion, l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote est une maladie fréquente, une maladie génétique très fréquente, à laquelle il faut penser parce qu'elle est associée à un risque de maladie cardiovasculaire précoce si elle n'est pas prise en charge précocement. On y pense quand on a donc des antécédents familiaux d'hypercholestérolémie précoce dans la famille et de coronaropathie également précoce. Et donc, on a des signes cliniques et biologiques. Donc, une prise de sang est déjà suffisante pour s'orienter un petit peu sur la suspicion. Et donc, on a des traitements qui montrent une efficacité sur la plaque. C'est des traitements qui doivent être plus intensifs. Souvent, on a besoin des associations de traitements plus qu'en population générale. Et il y a donc des nouveaux traitements pour les formes plus graves qui sont très prometteurs et qui changent, en fait, qui peuvent changer la trajectoire de cette maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes intéressé, on a créé un petit livret éducatif destiné aux patients. Vous pouvez scanner le QR code pour aller sur la page sur le site internet de l'ICANN où vous trouvez ce livret que vous pouvez télécharger. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Gallo. Maintenant, on va passer la parole donc, au professeur Sophie Béliard. Donc, vous allez plus nous parler de la forme rare, donc de la forme homozygote de l'hypercholestérolémie familiale. Alors, je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Bonjour à tous. Bon, c'est un réel plaisir de venir vous parler aujourd'hui de l'hypercholestérolémie familiale homozygote et puis du centre de référence CEDRA. Je remercie Julie Blanchard d'être venue témoigner. Moi, je vais vous parler de la forme rare homozygote. Donc, vous avez vu que la forme hétérozygote fréquente était déjà une maladie sévère
qui prédisposait aux événements cardiovasculaires précoces. Il y a la Juste, forme... Oui, excusez-moi de vous interrompre. oui, Est-ce que éventuellement vous pouvez vous mettre en plein écran pour j'y suis. Ah, alors ça va peut-être. Alors, vous voulez que je recommence? Parce que je suis en plein écran. Entire screen. Alors, OK. Comme ça? Oui, parfait. Merci. OK. Donc, la forme homozygote est la forme rare, en fait, de l'hypercholestérolémie familiale. Et c'est une maladie extrêmement grave, puisque sans diagnostic et sans traitement, elle confère des événements cardiovasculaires avant l'âge de 20 ans hein, chez des enfants qui peuvent mourir, en fait, de cette maladie avant l'âge de 20 ans. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir diagnostiquer le plus tôt possible ces patients pour les traiter le plus tôt possible. Alors, la prise en charge, elle est assez complexe et donc elle doit vraiment relever de centres spécialisés et c'est vraiment un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est-à-dire que si un médecin généraliste ou un pédiatre, ce sont souvent les médecins de ville hein, qui font le diagnostic, je vais vous expliquer pourquoi, font le diagnostic, c'est vraiment une urgence thérapeutique et ces patients, ils doivent être envoyés au centre spécialisé le plus proche possible de son domicile. Donc, depuis 1 an en France, on a la chance hein, d'avoir un plan national de maladies rares qui existe depuis une quinzaine d'années, mais depuis 1 an, il y a une labellisation par le ministère de la Santé des centres de référence des dyslipidémies génétiques rares, ce qui nous permet de bien structurer sur l'ensemble du territoire, en fait, la prise en charge des dyslipidémies génétiques rares. Donc, ce centre, ça s'appelle CEDRA, pour Centre d'expertise des dyslipidémies rares. On fait partie d'une filière qui s'appelle FIRANDO, pour les maladies endocriniennes rares. Et vous voyez qu'on est répartis à peu près sur le territoire avec un centre coordonnateur à Marseille, dont je m'occupe avec la chef de projet Margot Chauvet. Et puis, vous avez des centres de compétences. Et donc, nos missions, hein, c'est d'améliorer la prise en charge, le diagnostic et le soin de ces patients, et puis d'essayer le plus possible de faire connaître la maladie, que ce soit au grand public, mais aussi au personnel médical et paramédical, hein, parce que vous l'avez compris, ces maladies sont pas bien connues, sont souvent banalisées. Et on a aussi une mission de faire de la recherche sur l'hypercholestérolémie familiale et notamment sur la forme homozygote, mais pas seulement. Donc, on s'occupe de plusieurs types de maladies rares concernant les lipides, mais surtout, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Mais on s'occupe aussi, par exemple, des formes hétérozygotes sévères, par exemple, les patients qui sont traités par aphérèse. Donc, en France, par rapport aux autres pays, on est assez bien organisé. On a un réseau qui est bien structuré pour l'hypercholestérolémie familiale. On a le registre Refercol dont a parlé Antonio Gallo, qui comprend 25 centres en France, qui sont tous dans des CHU. Vous voyez, on maille tout le territoire, avec des centres qui s'occupent des enfants, des centres qui s'occupent des adultes, et puis des centres qui font les deux. On suit quasiment 200 patients avec la forme rare homozygote, c'est-à-dire que la très, très grande majorité, j'espère, sont suivis dans des centres spécialisés. C'est de la même façon pour les laboratoires. Donc, vous voyez au milieu, vous avez la répartition des laboratoires qui font la génétique et la biochimie des lipides en France. Et à droite, vous voyez l'ensemble des centres génétiques qui s'occupent de la génétique des hypercholestérolémies familiales. C'est une génétique assez particulière. Donc, il y a des réunions régulièrement, des communications entre les médecins et puis un contrôle qualité européen dont s'occupe
le professeur Alain Carrier. Et le réseau national, il est chapeauté par le docteur Jean-Pierre Rabès. Donc, vous voyez que c'est assez bien structuré. Et malgré ça, il y a toujours une errance diagnostique et thérapeutique. Donc, on espère qu'avec CEDRA, Refercol et puis des réunions comme aujourd'hui, on peut améliorer quand même le diagnostic et la prise en charge de nos patients. Alors, le docteur Gallo vous l'a dit, la forme hétérozygote, elle est caractérisée par une mutation dans un gène qui est hérité d'un des parents. Eh bien, la forme homozygote, elle est caractérisée par 2 mutations dans les 2 gènes et chacun est hérité de la mère et du père. C'est-à-dire qu'un enfant homozygote a reçu une mutation du papa et une mutation de la maman. C'est une maladie rare, ça touche environ une personne sur 300 000. Et là, les taux de cholestérol, ils sont extrêmement élevés, avec un LDL cholestérol, mauvais cholestérol, souvent entre 4 et 15 grammes par litre. Et donc, ces taux de cholestérol extrêmement élevés depuis la naissance vont se déposer de façon très précoce, même dès les premiers mois de vie, dans les artères du cœur et au niveau de l'aorte, qui est une valve cardiaque. Et cet athérome très, très précoce, je vous ai dit dès les premiers mois de vie, il peut entraîner des problèmes cardiaques très jeunes. On voit des infarctus chez des jeunes de 12-13 ans et des risques de mort subite, notamment chez des adolescents. Donc, vous voyez que c'est une maladie vraiment très sévère. Donc, comment y penser? Parce que comme c'est une maladie rare, souvent les médecins de ville, ils le verront peut-être qu'une fois dans leur vie. Il faut avoir vu une fois et avoir ça imprimé sur sa rétine, les signes cliniques qui peuvent faire évoquer la maladie ou même le diagnostic. Donc, à gauche, vous voyez un enfant. Donc, les signes cliniques, ce sont des dépôts de cholestérol sur la peau ou sur les tendons. Donc, ici, vous voyez des dépôts de cholestérol, ça s'appelle des xanthomes cutanés sur les mains, les genoux, les pieds. Il faut déshabiller l'enfant en entier, regarder dans le dos, le sillon interfécier. Il faut regarder les yeux, comme l'a dit Antonio, un arc cornéen chez un enfant, on est quasiment sûr du diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Et puis des dépôts sur les tendons d'Achille, les tendons des mains. Et on peut voir même des boules de cholestérol sur les coudes et les genoux. Et donc, si un médecin de ville ou un parent voit ces dépôts chez son enfant, il doit absolument l'envoyer vers un centre spécialisé pour une prise en charge précoce et un traitement très précoce. Donc, dans l'hypercholestérolémie familiale, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Eh bien, malheureusement, les traitements dont vous a parlé le docteur Gallo, les statines, les étimibes, les anticorps anti-PCSK9, qui sont les traitements classiques dans l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, sont très, très peu efficaces dans les formes homozygotes. Donc, on les met quand même en place dès le diagnostic, mais la baisse de cholestérol est vraiment très faible et on est obligé de faire appel à des traitements beaucoup plus lourds et d'empiler les traitements finalement. Et il y a un des traitements actuels qui a sauvé beaucoup de patients, mais qui est très lourd, c'est le traitement par les séances de LDL aphérèse. Donc, vous voyez, ce sont des machines là qui vont prendre le sang du patient, le nettoyer, enlever le cholestérol et le remettre comme des espèces de dialyse chez les insuffisants rénaux. Donc, c'est très lourd, ça prend une demi-journée, ça se fait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C'est très fatigant. Souvent, les gens sont vraiment crevés la journée où ils font leur LDL aphérèse. Et puis, il y a peu de centres qui le font. Donc, les gens viennent de loin, font plusieurs centaines de kilomètres. Donc, voilà, ça reste un traitement lourd pour nos patients. Et puis, fort heureusement, depuis peu, en fait, on a des nouveaux médicaments qui sont réservés à ces formes rares homozygotes et qui sont très efficaces l'un et l'autre, quelles que soient les mutations génétiques des patients, qui permettent une baisse à peu près de 50% du taux de cholestérol. Donc, ce sont des médicaments dont la prescription doit être faite par des médecins spécialisés, dans des centres spécialisés. Et là encore, on a des réunions mensuelles avec CEDRA pour décider ou pas si on peut mettre tel ou tel patient avec les produits qui sont ici. Donc, on a l'Efkisa
qui se fait par perfusion mensuelle, qu'on peut faire à partir de 5 ans. Et on a le Lojuxta, qui se prend là avec des médicaments qu'on prend tous les jours, mais qui se font que chez les adultes, qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui utiliser chez les enfants. Donc, pour conclure, vous voyez que c'est une maladie rare, qui est souvent diagnostiquée chez les enfants, qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec des pédiatres, des cardiologues pédiatres, des radiologues spécialisés, des généticiens, qui doivent se faire dans des centres spécialisés, qu'il faut diagnostiquer le plus tôt possible. Et on espère, nous, maintenant, qu'avec les nouvelles thérapies, on va pouvoir améliorer le pronostic cardiovasculaire de ces patients. On va pouvoir essayer de limiter la nécessité des aphérèses pour essayer d'alléger un peu le fardeau de la maladie chez nos patients. Je vais finir en remerciant tous les investigateurs. Vous voyez qu'on est très nombreux qui participent à Refercol et permettent de faire avancer la recherche. L'association des patients, Annette, bien sûr, notre société savante qui soutient le registre, et puis l'association aussi européenne des patients atteints d'hypercholestérolémie familiale, qui est aussi une association très active. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Lionel Rib. Merci beaucoup. Donc, Lionel Rib, vous êtes président de l'association Annette. Oui, tout à fait. Vous pouvez envoyer au diapo, il n'y a pas de souci. Oui, on va afficher Déjà, votre ouais, j'attends un peu. diaporama. Déjà, bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup à l'IHU ICANN d'organiser cette session sur les percussions familiales. Je crois que c'est extrêmement important au vu du sous-diagnostic de la maladie et du sous-traitement, vraiment, déjà. Et en deuxième temps, je remercie effectivement Julie Blanchard. C'était sa première, c'était son baptême du feu, et c'est jamais facile. Donc merci beaucoup à elle d'avoir relevé ce défi. Vous pouvez effectivement avancer le diaporama. Merci. Voilà. Donc je suis Lionel Rib, président de l'association Annette. Association de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale et l'hypoprotéine petite a, ce sont 2 maladies génétiques héréditaires. Je crois que vous avez commencé à comprendre l'importance du dépistage avec l'intervention du professeur Béliard et du docteur Gallo, et je les en remercie. Vous pouvez avancer, merci. Voilà, je vous présente déjà la première slide, c'est l'estimation du nombre de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale à travers le monde. C'est une diapo qui date de 2013, où on voit bien que l'hypercholestérolémie familiale est globalement sous-diagnostiquée à travers le monde, et alors que c'est une des premières maladies génétiques héréditaires et qui a des conséquences graves chez l'adulte, chez le jeune adulte. Alors, chez le très jeune adulte pour la forme homozygote et chez l'adulte à partir de 30 ans, 20-30 ans pour la forme hétérozygote. Certains pays ont fait, non, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir en arrière, merci. Certains pays ont fait de gros progrès et ont investi la prévention primaire avec des soutiens étatiques et vraiment une très grosse organisation de leur pays. Je peux citer les Pays-Bas, qui a dépisté 70% de leur population porteur d'HF, la Norvège. Ce sont vraiment des pays qui ont l'habitude d'être dans la prévention. Et malheureusement, d'autres pays dont nous faisons partie, qui avons de grosses lacunes en termes de prévention primaire, et puisqu'on a dépisté 1% de la population. Bon, par contre, pour ces pays qui avaient fait un gros effort de prévention, on s'est aperçu qu'en fait, les Pays-Bas n'avaient pas dépisté 70%, mais 50% de la population, parce qu'en 2013, ils étaient partis sur une prévalence de la pathologie sur 1 sur 500, une personne sur 500, et alors qu'effectivement, la prévalence semble être plutôt sur une personne sur 250, voire une personne sur 311, donc beaucoup plus fréquente. On est vraiment sur une maladie on s'aperçoit de plus en plus qu'elle est extrêmement fréquente. Mais c'est quand même toujours mieux que nous, la France. Vous pouvez passer, merci.
Voilà, donc il y a vraiment une urgence à agir. Parce qu'effectivement, malheureusement, le dépistage de l'hypercholestérolie familiale en France est très mauvais et son traitement également. Et seulement 95 des enfants ne sont ni dépistés ni traités, et les adultes, c'est légèrement mieux puisqu'on est à peu près à 90-85 des adultes qui ne sont pas dépistés ni traités. Et vous voyez bien qu'en termes de chiffres, hein, sur le 1 sur 250 et 1 sur 311, ça correspond à plus de 250 000 patients atteints en France. Donc on est sur l'équivalent de la ville de Bordeaux, hein, c'est énorme. Et en termes d'enfants, on est entre 30 et 50 000 enfants atteints et qui ne sont pas dépistés, hein. Ça, ce sont des chiffres qui ont été reconnus par la Haute Autorité de Santé. Et on a un risque cardiovasculaire à l'âge adulte, en tout cas pour la forme fréquente, qui est multiplié par 13 d'infarctus, et donc effectivement un événement cardiovasculaire avant 50 ans pour la forme fréquente, et vous voyez bien que pour certains font cet événement autour de 30 ans. Donc c'est Julie, et Julie a cette chance de, entre guillemets, cette chance de pouvoir d'avoir été sauvée. Et par contre, le fils de ancienne présidente, lui est décédé à 20 ans, faute d'un diagnostic et faute d'un repérage qu'un jeune pouvait décéder d'un infarctus. Hein, eh ben, oui, avec une hypercholestérolie, on peut. Il y a vraiment en France un défaut, faute de dépistage efficace et organisé par les autorités, comme certains pays nordiques ont pu le faire de l'Europe. Il y a aussi un manque de formation des professionnels de santé sur cette pathologie génétique qui pose également un vrai problème, hein. Il y a vraiment plusieurs paramètres, et on note qu'actuellement, aucun programme de dépistage n'est soutenu par nos autorités. Seuls des spécialistes et quelques médecins pensent à réaliser un dépistage lorsqu'ils identifient une personne qui est atteinte d'hypercholestérolie familiale. Alors bien souvent après un infarctus, malheureusement, donc on attend le drame pour aller chercher les personnes qui sont atteintes et les apparenter, parce qu'automatiquement il y a des enfants qui sont atteints, ou alors par un bilan lipidique et avec un taux très élevé de LDL. Encore faut-il que les spécialistes et les médecins pensent à l'hypercholestérolie familiale, et vous voyez bien que c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'effectivement, on est vraiment sur un dépistage en cascade, c'est-à-dire on attend que quelqu'un fasse un infarctus, on attend le cas index pour après aller chercher les apparentés. Et alors que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la durée d'exposition et donc la charge à une hypercholestérolémie durant toute la vie et dès la naissance nécessite une prise en charge précoce, dans l'idéal dès l'enfance, hein, vraiment. Sinon, il y a une véritable perte de chance pour les patients. Ça, je crois il faut bien l'entendre. Et on sait en plus que désormais les scientifiques disent bien que traiter l'hypercholestérolémie, surtout familiale, il faut la traiter le plus précocement possible, le plus bas possible et le plus longtemps. Et qu'il y a en plus un consensus européen sur un dépistage et un traitement chez les enfants à partir de 8 à 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui, on en est loin de ce consensus-là. Il y a de très gros efforts à faire, hein. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Voilà, je représente cette slide que Antonio nous a présentée tout à l'heure, parce qu'effectivement, elle est capitale, hein. Les coûts humains et financiers sont vraiment évitables pour nos pathologies. C'est ça qui est un peu fou, c'est que c'est très facile de dépister, hein. C'est ce qu'a pu démontrer une étude dans le New England en 2019, puisqu'ils ont comparé des parents HF qui avaient commencé un traitement à l'âge adulte et des enfants atteints HF traités dès l'enfance, leur enfant. Et ces deux groupes ont été comparés à l'âge de 40 ans. À 40 ans, 28% des parents avaient fait un infarctus contre 0,5% des enfants qui avaient été traités dès l'enfance. Et 7% malheureusement étaient décédés contre 0% des enfants, hein. Je crois que c'est vraiment la démonstration, alors on le savait tous, mais c'est vraiment la vérification que la précocité du dépistage et du traitement est essentielle pour notre pathologie. Et à ce prix-là, les complications peuvent être évitées par un dépistage facile, j'y reviendrai après, et des traitements bien souvent peu coûteux car génériqués au début de la pathologie. Et je dis dépistage facile parce qu'effectivement, on ne parle pas de génétique d'entrée. On voyait bien qu'on peut tout à fait repérer une hypercholestérolie familiale par un taux de LDL chez l'adulte
Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le polygénique qui peut se mettre au milieu, mais en tout cas, chez l'enfant, c'est très facile. La plupart des cas, pour un enfant qui a atteint d'un cholestérol très élevé ou très élevé, il s'agit d'une hypercholestérolémie familiale. Donc, chez les enfants, c'est quelque chose de très facile à dépister. Et les traitements sont génériques, donc peu chers en plus. Hein. Vous pouvez passer, merci. Voilà, là je vous présente un dépistage pédiatrique, un tableau sur le dépistage en Europe, le dépistage pédiatrique en Europe, et qui montre que la France est encore une fois le mauvais élève de l'Europe en termes de dépistage. Hein. En termes curatifs, on est très fort, mais en termes de dépistage, c'est compliqué, il faut qu'on s'améliore là-dessus. Vraiment, les deux tableaux montrent l'état des lieux du dépistage pédiatrique et de la pathologie et des programmes de dépistage mis en place en Europe. On voit bien les deux formes de dépistage. Je vous ai parlé sur le tableau B du dépistage en cascade. Donc, on attend effectivement un cas index et souvent après un infarctus, on va chercher des apparentés. Vous voyez bien les pays qui ont très bien réussi, hein, la Norvège, la Suède, avec ils ont une très grande expérience sur la prévention et ils ont mis les moyens et ils ont très bien organisé le système. Et sur le petit a, le tableau petit a, vous avez un dépistage universel. C'est quoi le dépistage universel? C'est-à-dire que dans une classe d'âge, vous allez dépister toute la population. Ça peut se faire à 2 ans, 6 ans, 8 ans, peu importe, il faut choisir l'âge. Et vous voyez bien qu'effectivement, il y a un pays qu'il faut citer, c'est la Slovénie. La Slovénie a dépisté 90% de la population atteinte d'HF. C'est énorme. C'est vraiment la bonne recommandation en Europe, puisqu'effectivement, ils dépistent tous leurs enfants à l'âge de 5 ans et ils repèrent effectivement s'ils sont atteints d'un mauvais cholestérol et ça permet d'identifier les porteurs d'HF. Hein, c'est une véritable prévention. Et vous voyez qu'effectivement, sur le dépistage en cascade, le tableau B, les pays d'Europe sont très colorés, donc il y a des systèmes mis en place, il y a des systèmes qui sont en train de se chercher par des projets pilotes. La France, malheureusement, il n'y a toujours rien, c'est vraiment problématique. Et sur le dépistage en universel, vous avez vraiment la Slovénie et la France, pareil, est très mauvaise. Hein. Aujourd'hui, avec le recul des pays précurseurs, nous savons que le dépistage en cascade est important, fonctionne, mais n'est pas suffisant pour dépister rapidement et tout le monde. De plus, beaucoup de patients passent à travers les mailles du filet. Hein. Le dépistage n'est pas assez serré et je crois que les deux formes de dépistage sont complémentaires. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et il faut avoir en tête aussi que ces 30 dernières années, tant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que l'Académie nationale de médecine, ainsi que le comité de nutrition de la Société française de pédiatrie, ont émis des recommandations pour aller dans le sens d'un dépistage de toute la population le plus précocement possible pour notre pathologie. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est indéniable. Et pour nous, association de patients, il y a une véritable incompréhension qui subsiste sur ce déficit de dépistage en France. Les traitements sont faciles, le dépistage est facile, et pourtant, rien ne se passe. Et ce qui rend vraiment coupable nos autorités d'attentisme sur la première pathologie génétique, pouvoir avoir des répercussions graves en France. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et j'espère bien, en tout cas, l'association est en train de démarcher, de sensibiliser, de faire lever les consciences pour qu'effectivement il y ait un changement de ce côté-là. Vous pouvez passer, merci. Et pour faire changer ces consciences, nous avons effectivement créé un livre blanc, je crois que c'est le premier livre blanc en Europe et en France, qui démontre que le dépistage précoce est la clé de voûte de la prévention pour notre pathologie et du traitement. 150 études ont été compulsées internationales pour pouvoir créer ce livre blanc avec les différents professeurs, et certains sont là. Et nous avons associé ce livre blanc, dans ce livre blanc, une étude médico-économique exploratoire, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi l'économie qui compte et ce qui va pouvoir être préservé en termes économiques et en termes de santé pour les patients. Et donc, M. de Pauvorville, qui est un économiste bien connu des autorités, a fait cette étude.
et a démontré qu'effectivement, chaque enfant dépisté, alors là, on est vraiment sur un dépistage universel de tous les enfants dans la population, alors est-ce que ce soit 2 ans, 6 ans, ça c'est vraiment au médecin de se prononcer, et que si on faisait ça, chaque enfant dépisté et traité précocement pouvait gagner 8 années de vie. Il y a vraiment un retard de diagnostic, un retard de traitement en France et une véritable perte de chance, hein. Et en plus, pour un coût quali de 2 600 €. Alors, c'est quoi un coût quali? Là, il faut être vraiment économiste en santé pour savoir ce que c'est. Je vais vous dire un peu. Le coût quali, c'est un indicateur économique utilisé par les autorités médicales pour déterminer la valeur pécuniaire d'une intervention ou d'un traitement. Et cela représente un coût pour une année en bonne santé. Il faut avoir en tête que les programmes de dépistage pour le cancer, pour les vaccinations, ont un coût quali qui sont inférieurs à 50 000 €. Ça veut dire qu'elles sont rentables. Ce sont des programmes de dépistage rentables. Nous, ce que nous proposons, avec un dépistage universel, on a un coût quali de 2 600 €. On est extrêmement rentable. Ça, il faut l'entendre. Donc le dépistage de l'HF, ce n'est pas une question de finance, ce n'est pas une question de traitement, c'est une question de volonté politique et de volonté des autorités de santé. Vous pouvez vraiment scanner ce QR code pour voir le livre blanc. C'est vraiment un véritable enjeu de santé publique, un véritable défi pour nos autorités, notre système de santé, pour les médecins aussi, afin que les patients soient pris en charge correctement et éviter les conséquences de nos mutations génétiques, hein. Il y a vraiment, on espère que le ministère de la Santé soutienne un programme national de dépistage dans les années à venir, comme certains pays l'ont fait, hein, pour véritablement investir la prévention. Et nous espérons également que dans les années à venir, un dépistage universel des enfants viendra améliorer ce dépistage en cascade afin de dépister le plus tôt possible. Et de plus, le dépistage universel des enfants permettrait de remonter en cascade sur les parents avant qu'ils fassent un infarctus, hein. C'est un dépistage inversé en cascade, et vraiment pour éviter ces événements neurocardiovasculaires, quoi. Il n'est pas question d'opposer les 2 systèmes de dépistage, mais ils sont complémentaires. Et au point où nous en sommes et au point du retard de la France, je crois qu'il faut qu'effectivement être le plus pragmatique et efficace possible. Je crois il est indispensable d'aller chercher très tôt les enfants atteints d'hypercholestérolie familiale. Vous pouvez passer. Voilà. Pour finir, je reviens sur cette question sur l'association. À ce jour, nous avons vraiment 3 grandes missions. Alors pour les autres missions, je vous laisse aller voir sur notre site. Le premier enjeu, c'est vraiment où il y a une véritable perte de chance, un véritable retard de diagnostic et de traitement, c'est une mise en place d'une véritable prise en charge précoce dès l'enfance pour éviter les accidents cardio-neurovasculaires tout dans la vie, hein, amenant des décès, des handicaps et des traumatismes familiaux. C'est aujourd'hui, et je le répète, je le martèle, excusez-moi, mais c'est une véritable perte de chance pour les patients atteints d'hypercholestérolie familiale. Il y a un deuxième sujet où nous sommes en train de monter, c'est sur la question des traitements innovants en prévention primaire et pour les patients adultes en prévention primaire atteints d'HF. Aujourd'hui, il y a des anti-PCSK9. Les enfants y ont accès. Les adultes avec une condition aphérèse, une recommandation, y ont accès, et en prévention primaire classique, nous n'y avons pas accès. C'est un peu une aberration, une incohérence de notre système de santé. Et ça, c'est une question qui va monter, où on va monter en puissance là-dessus. C'est pas normal. C'est une véritable aberration, surtout quand on sait que du fait de nos taux de cholestérol qui sont souvent très élevés, les statines, les étimibes, souvent sont insuffisants et qu'il nous faut une troisième ligne de traitement et que les anti-PCSK9 marchent bien sur les hétérozygotes et qu'aujourd'hui, la plupart des hétérozygotes n'ont pas accès, même s'ils ont des plaques d'athérosclérose de nos artères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut attendre qu'ils fassent un infarctus, un événement, pour pouvoir y avoir accès. On est encore une fois sur du curatif face sur du préventif. Je crois que la France doit investir le préventif. Et pour le troisième point, la troisième mission, et ça je remercie l'IHU ICAN, c'est vraiment cette nécessité d'information, de formation des professionnels de santé et du grand public, et ça merci beaucoup. Et je crois que face à ces enjeux et face aux autorités, plus l'association sera représentée par son nombre d'adhérents, plus nous serons entendus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de sujets, et nos autorités ont tellement à faire avec une économie compliquée.
il faut essayer d'avoir une association la plus puissante possible par son nombre d'adhérents. Je crois qu'il faut s'unir. Donc, j'encourage les adhérents à adhérer à l'association. Et en plus, ce n'est pas une question de coût, parce qu'effectivement, nos adhésions commencent à partir de 1 euro. Je crois que c'est important qu'effectivement l'association monte en puissance pour effectivement défendre les intérêts des patients HF et des intérêts, vous avez entendu, il y en a beaucoup, hein, retard diagnostic, retard de traitement, traitements innovants où nous n'avons pas accès, alors que ces traitements, si les anti-PCSK9, viennent corriger en partie notre mutation génétique. On est sur des choses un peu folles aujourd'hui sur l'hypercholestérolie familiale. Voilà. Je reste à votre écoute et pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Merci à tous les quatre pour vos interventions très complémentaires et très riches. Donc maintenant, justement, on va passer aux questions. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre des questions dans le fil de conversation pour qu'on puisse y répondre. Je laisse pas la parole. Oui, on a une question qui est arrivée dans le chat. Je vais vous la relire. Donc, c'est: pourriez-vous nous donner une idée du niveau de risque chez les porteurs de 2 mutations différentes, par exemple LDLR plus lipoprotéine B, par rapport à des homozygotes ou hétérozygotes pour le LDLR? La question est un peu complexe, donc elle est dans le chat si vous voulez la retrouver également. Voilà, je ne sais pas qui veut s'attaquer à cette question. Je peux y répondre si vous voulez. C'est vrai que les mutations les plus fréquentes, c'est dans le récepteur ou LDL, mais c'est les mutations les plus graves, c'est-à-dire c'est celles qui donnent le taux de cholestérol le plus élevé. Après, vous avez des mutations dans l'ApoB, le 2e gène, qui sont souvent moins sévères, c'est-à-dire des taux de cholestérol plus bas et modérément élevés. Et enfin, en dernier, les mutations les plus rares, c'est dans le gène PCSK9 et souvent, elles sont encore moins sévères. Donc là, vous voyez que vous pouvez avoir des profils cliniques différents. Et dans les formes homozygotes, c'est pareil. Les profils cliniques sont très variés. Si vous avez 2 mutations très graves LDLR, vous avez un taux de cholestérol extrêmement élevé, souvent autour de 10 grammes. Et si vous combinez une mutation LDLR avec une autre mutation ApoB ou PCSK9, le taux de cholestérol, ce sera un peu plus bas. Et si vous avez par exemple 2 mutations ApoB, ça sera encore plus bas. C'est pour ça que le diagnostic n'est pas simple, avec plein de chevauchements en fait, dans les formes homozygotes, hétérozygotes ou même les autres types d'hypercholestérolémie. Et c'est pour ça que la génétique est vraiment hyper importante. Et en France, en 2025, ce n'est pas possible de se passer du dépistage génétique. Hein. Ça ne coûte pas cher, c'est fait dans beaucoup de centres. Voilà, et ça permet quand même un diagnostic de certitude. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. On a une autre question qui est arrivée aussi. Quelles sont les différences ethniques dans la prévalence de la maladie et en quoi cela impacte-t-il les comparaisons de dépistage entre pays européens? Tu veux répondre, Antonio? Je peux peut-être répondre? Oui. Ouais. Alors, effectivement, là, il s'agit d'une maladie. On parle des formes hétérozygotes comme des formes homozygotes. Alors, pour les formes hétérozygotes, il n'y a pas vraiment de différence en termes de prévalence en fonction des origines géographiques. Il y a peut-être des pays où il y a plus, certaines mutations sont retrouvées plus fréquemment que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de différence très, très importante. On remarque par exemple qu'en France, on a une tendance à avoir des prévalences de mutations sur l'ApoB, par exemple, qui est un peu plus importante que dans d'autres pays, mais ça reste minime. Pour ce qui concerne les formes homozygotes, effectivement, la forme homozygote, notamment la forme homozygote, disons, vraie, c'est-à-dire quand on a les 2 mêmes mutations qui sont héritées, elles vont être plutôt associées à un contexte de consanguinité. Et donc là, il y a un contexte, disons, socioculturel qui peut impacter l'augmentation de la prévalence de ces formes homozygotes dans certains pays par rapport à d'autres pays. La deuxième partie de la question, c'était... ça m'échappe. C'était en quoi cela impacte-t-il les comparaisons de dépistage entre pays européens? Oui, voilà.
Voilà, merci beaucoup. Donc après, ce qui a été vu dans les analyses de ces registres internationaux, ce qui montre d'ailleurs tout l'intérêt de mener des enquêtes quand même collaboratives en collaboration avec plusieurs centres de différents pays, c'est que quand on stratifie, disons, entre les pays, disons, avec des hauts revenus, avec des pays plutôt en développement, on se rend compte que les modalités de diagnostic et de dépistage ne sont pas tout à fait les mêmes, que l'accès aux médicaments est loin d'être le même et que donc la trajectoire aussi de la maladie n'est pas tout à fait la même. Donc nous, en France, on a la chance d'avoir effectivement accès au dépistage génétique. Et donc si en France, on a au moins 3/4 des patients homozygotes au moins détectés qui ont eu un diagnostic génétique, dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient, cette prévalence s'élève à 40-50%, voire beaucoup moins parce qu'effectivement, il n'y a pas d'accès systématique à la génétique. Du coup, la sévérité de ces patients, elle est plus importante parce qu'on ne détecte que les formes plus graves quand il y a déjà des manifestations cliniques qui vont être évidentes. Et donc, on passe à côté de toutes les formes moins graves qui vont être diagnostiquées plus tard et du coup lors d'un accès aux urgences ou voire lors d'un événement fatal. Donc, il y a des énormes différences qui sont liées quand même à la géographie et à l'accès aux soins entre les différents pays. Merci. Très bien, merci pour cette réponse. On a 2 autres questions qui sont arrivées. La première, le test génétique salivaire est-il généralisé ou réservé au centre de référence? Alors, ouais, du coup, le test génétique, effectivement, on n'a pas expliqué comment ça se passait. Donc, en fait, le test génétique, c'est une simple prise de sang, hein, c'est pas sur la salive. Donc, c'est une prise de sang, il faut signer un consentement. Et le temps que le généticien étudie tous les gènes, souvent ça prend plusieurs mois, en général 6 mois. Et ce test génétique ne peut pas être réalisé en ville dans n'importe quel laboratoire parce que ce n'est pas remboursé. Donc, il faut qu'il soit réalisé effectivement dans un centre spécialisé. Mais voilà, vous avez les centres de référcol, hein, on est quand même, enfin, en général, dans tous les gros CHU, donc il faut aller à l'hôpital, hein, il n'y a pas le choix, dans un service spécialisé pour pouvoir bénéficier d'un test génétique. Ça ne sera pas en ville. Voilà. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. On a une autre question qui concerne aussi le dépistage. C'est comment dépister les plaques d'athérome et dans quel cas clinique? On peut peut-être répondre. Alors, le dépistage des plaques d'athérome, en fait, se fait par des méthodes actuellement non invasives. Donc, on a la possibilité de réaliser des Dopplers, donc tout simplement des échographies, au niveau des vaisseaux du cou et des vaisseaux des jambes, donc ce qu'on appelle les troncs supraortiques ou carotides et les artères fémorales. Et donc voilà, c'est juste un gel qui est mis sur l'endroit qui va être exploré avec une sonde qui va regarder la présence au niveau des vaisseaux, la présence de ces plaques. Mais comme je le disais, dans l'hypercholestérolémie familiale, le territoire qui est le plus concerné, le plus fréquemment retrouvé, disons atteint, c'est le territoire coronarien. Donc c'est au niveau du cœur, des artères du cœur. Et donc pour ça, il y a des scanners thoraciques avec une très faible exposition aux radiations qui permettent, sans injection de produits de contraste, aller détecter la présence de ces spots calciques. Donc c'est des taches blanches qu'on pourrait retrouver le long des artères et donc qui permettent de quantifier, de faire une estimation de la charge d'athérosclérose. Très bien, merci pour cette réponse. On a une autre question qui concerne un cas particulier, on va dire. La demande, c'est est-ce qu'on peut aller directement dans un centre spécialisé sur Paris sans une recommandation du médecin généraliste, notamment dans le cas où on a un parent qui a eu du cholestérol probablement familial homozygote, car une tache de cholestérol dans l'œil, et le fils est très sportif et déjà au taux limite de cholestérol. Je peux vous reposer la question, elle est dans le chat si vous souhaitez.
Ok, ok. Bah, disons que effectivement, pour l'adressage au centre de référence à un courrier du médecin traitant est souvent quand même le bienvenu parce qu'il apporte déjà des éléments un peu plus complets, et, disons, qui peuvent aider un petit peu déjà à l'orientation de la suspicion de maladie génétique. Le fait d'avoir du cholestérol à un âge élevé, c'est quelque chose qui concerne à peu près la moitié de la population française. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Donc, on va rechercher effectivement les augmentations de cholestérol au-delà d'un certain taux et effectivement la présence d'événements cardiovasculaires dans la famille ou de dépôts. Aussi, les dépôts, quand ils apparaissent très tardivement, ça dépend d'où ils apparaissent, mais là aussi, ils ne sont pas strictement liés, enfin, ne sont pas forcément systématiquement liés à la présence d'une forme familiale. Donc, disons que passer par le médecin traitant, c'est quand même utile parce que, comme on le disait, on estime qu'il y ait beaucoup de patients qui sont atteints de cette maladie génétique. Et donc, effectivement, il est important d'avoir quand même un lien avec les médecins traitants et que donc les médecins traitants aient un lien avec les centres de référence hospitaliers universitaires. Je vais juste rebondir parce que je vois le fils très sportif a déjà un taux limite. Je voulais juste vous dire, parce que c'est souvent ce qu'on entend, que d'avoir une vie saine, parce que souvent les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, ils sont minces, ils fument pas, ils font beaucoup de sport. Et très souvent, on entend même les médecins dire mais de toute façon, ce patient, il est hyper sportif, il mange très bien, il fume pas, donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin de lui mettre un traitement en route. Et ça, ce sont vraiment des choses fausses contre lesquelles il faut lutter. C'est pas parce qu'on est mince, sportif, qu'on fume pas. Et si on a une hypercholestérolémie familiale, on a quand même un risque très élevé de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, voilà, il faut traiter, quels que soient les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Très bien, merci pour cette précision. On a une question notamment en parlant de traitement sur est-ce que vous auriez des retours sur le médicament qui est appelé Repata? Sophie, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc, le Repata, c'est un anticorps anti-PCSK9 dont vous a parlé aussi Lionel Rib. C'est un médicament qui se fait par voie sous-cutanée tous les 15 jours. Moi, je le connais. Hein, les premières fois qu'on a fait les essais thérapeutiques, c'était à la Pitié-Salpêtrière avec Eric Brucker en 2009. Donc, je pense qu'on peut dire que maintenant, on a plus de 15 ans de recul. Ce sont des médicaments hyper efficaces. Hein, ils permettent une baisse du cholestérol d'auto 60% environ, 60-70% de baisse, alors qu'avec les statines à très forte dose, on plafonne à 50%. Ils sont extrêmement bien tolérés, il n'y a aucun effet sur les muscles, le foie, etc., à part quelques rares allergies. Voilà, et ils sont très simples d'emploi. Voilà. On regrette aussi que la prescription soit limitée à quelques rares patients qui ont déjà fait un problème cardiaque et soit très complexe. Très bien, merci pour votre réponse. On a une autre question concernant un traitement également avec un cas spécifique que je ne vais peut-être pas lire dans le détail puisque la question est un peu longue, mais c'est une question sur l'utilisation du traitement qui est nommé INEGI dans le cas d'une utilisation pédiatrique sur un enfant. Ce qui a été dépisté, c'est une forme hétérozygote avec un LDL à 1,45. Alors, effectivement, je peux y aller peut-être. Ouais. Effectivement, pour les enfants, j'ai pas lu, hein, parce que j'ai pas accès au chat, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, dans les formes hétérozygotes, peut-être plus sévères, effectivement, il y a souvent besoin d'associer un deuxième traitement. Donc, l'INEGI, c'est une association de simvastatine et zétimib. Donc, on est sur deux médicaments.
Et cette association, elle est souvent nécessaire dans les hypercholestérolémies familiales hétérozygotes parce que la statine seule, à elle seule, n'arrive pas à permettre d'atteindre des objectifs ou un contrôle de cette hypercholestérolémie qui soit satisfaisant. Et donc, on a la possibilité de augmenter les doses de la statine, eh bien, après d'associer un traitement. Alors, quand on augmente les doses de la statine, évidemment, notamment chez les enfants, on a, disons, un risque d'augmenter les effets secondaires, quoique les statines, elles sont extrêmement bien tolérées chez les enfants et on n'a vraiment presque aucun enfant qui présente des effets secondaires. Mais c'est vrai que l'efficacité supplémentaire d'une dose de statine doublée ne va souvent pas être suffisante, sauf si on a juste une toute petite marge pour atteindre les objectifs. Alors, l'association avec les étimibes va permettre de mettre en place une synergie d'action entre ces deux traitements. Et donc, en fait, l'efficacité de la statine va augmenter quand on a aussi de l'ésétimib qui est donné. Et donc, si l'ésétimib tout seul, il fait une baisse de 10 à 15%, quand il est associé à la statine, on a vu notamment dans l'hypercholestérolémie familiale qu'on peut avoir une baisse supplémentaire qui peut monter jusqu'à 30%. Ça parce que les deux médicaments, ils marchent vraiment très bien ensemble et l'un favorise l'action de l'autre, l'efficacité de l'autre. Donc, c'est probablement pour ça qu'il y a eu une prescription de cette association chez cet enfant. Je voudrais compléter du côté patient, du coup, hein, ce coup-ci. Là, on a eu le côté médical. Quand même, sur la question des statines chez les enfants, on commence à avoir du recul, hein. Moi, j'ai des filles qui ont été dépistées, elles avaient 3 ans, mises sous traitement à 6 ans. J'en ai une qui a plus de 20 ans, donc voilà, ça fait 20 ans qu'elles sont sous les statines. Donc je crois qu'il commence à y avoir un certain recul. C'est vrai que les statines font toujours peur. Malheureusement, chez nous, je crois qu'on n'a pas le choix. Et de toute façon, le recul par rapport au traitement statine chez les enfants, il y a déjà plus de 20 ans de recul. Je crois que, comme tout traitement, on peut faire des effets secondaires. C'est pour ça qu'il y a une surveillance. Et je crois que le gain, il est bénéfique, quoi, vraiment, quoi. Et je vous dis, il y a des familles qui commencent à parler de ces enfants qui ont été mis tôt sous statine depuis 20 ans, quoi. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions et pour le retour qui est très complémentaire avec l'avis médical. On a fait le tour des questions dans le chat. On a peut-être une question supplémentaire pour vous, Julie. Vous disiez en fait que maintenant, dans votre quotidien, vous étiez confiante. Qu'est-ce que ça a changé concrètement en fait dans votre quotidien? Quelles sont les mesures que vous prenez en plus évidemment des médicaments? Moi, encore une fois, j'ai eu énormément de chance dans mon cas parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai pas eu d'effets secondaires parce que tout a été pris très tôt et quand on fait un infarctus, on peut avoir des effets secondaires à vie. Enfin, pardon, pas des effets secondaires, des séquelles, excusez-moi. On peut avoir des séquelles à vie. Et en fait, ces séquelles, elles peuvent vraiment, enfin, surtout moi qui suis très jeune, j'aurais pu avoir toute ma santé, toute mon énergie. Et moi, j'ai pas eu tout ça, donc j'ai eu énormément de chance. Et moi, je suis quelqu'un de très positif, donc finalement, je me suis servi de ça comme une force au quotidien pour me dire que j'ai eu de la chance de survivre et que maintenant, c'est hors de question que je laisse une maladie prendre de la place en fait dans mon quotidien. J'ai eu énormément de chance d'avoir rencontré le docteur Sophie Belliard parce que c'est elle qui me suit dans un centre spécialisé. Ça m'a permis d'avoir un traitement, de comprendre ma maladie. Elle prend énormément de temps pour m'expliquer exactement concrètement qu'est-ce qu'est ma maladie, comment ça m'impacte moi. Et ça a finalement fait que le fait de l'avoir compris, ça prend moins de place dans mon quotidien parce que je sais que je suis traitée, je sais que je suis en sécurité. J'ai du coup des injections également à faire toutes les 2 semaines. Et ensuite, je vais juste tous les 6 mois faire des tests, des prises de sang pour vérifier que mon cholestérol a bien un retour à la normale. Enfin, plus faible que la normale, parce que quand on a fait un événement cardiovasculaire, le taux de tolérance de cholestérol, il doit être encore plus faible que la normale. Le mien est très bas, du coup. Mais du coup, je me sens complètement en sécurité et je m'en suis servi comme une force. Après, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, ça dépend des personnalités.
Et voilà, moi, je veux témoigner aussi sur le fait que c'est hyper important d'être diagnostiqué, parce que si je l'avais été, je n'aurais pas fait cet infarctus. Moi, je m'en suis servi comme une porte. Mais finalement, c'est dramatique. À 28 ans, j'aurais pu mourir, j'aurais pu choquer mes parents, ma famille. Ça aurait été un drame affreux, ou avoir des séquelles. Et je pense qu'il faut diagnostiquer les personnes, parce que c'est impossible qu'il y ait des gens qui soient à risque comme ça, surtout que les traitements, c'est très simple finalement. C'est ce que les docteurs expliquaient. On prend un traitement, on est en sécurité et on a très très peu d'effets secondaires. Donc finalement, il faut être dépisté. La prévention et le dépistage, voilà, sont deux axes très importants dans cette maladie qui est à la fois alors, une forme fréquente et une forme rare. Et pourtant, même sur la forme fréquente, en fait, on sent qu'il y a une forte méconnaissance, hein, d'après tout ce que vous nous avez dit là, et qu'il est vraiment, vraiment important de sensibiliser et de communiquer, en fait, sur malheureusement les conséquences de l'hypercholestérolémie et l'importance de se dépister. En plus, comme vous le disiez, il y a un dépistage simple, voilà, une prise de sang, en tout cas au départ, pour déjà avoir des premiers marqueurs. Donc, nous, c'est bien l'objet en fait de la campagne de l'IHU ICAN, hein, c'est de pouvoir parler des maladies cardio-métaboliques encore méconnues. Donc, en tout cas, merci d'avoir participé à cette webconférence, pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Merci à toutes les personnes qui étaient en ligne, et on va continuer à parler de l'hypercholestérolémie familiale pour améliorer son dépistage et sa prévention. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.